Imaginons un instant le calendrier parfait. C'est presque une œuvre d'art. Tout est codé par couleur, des blocs parfaitement alignés, le téléphone est en mode avion, la porte est fermée. La bulle de productivité absolue, quoi. Voilà, exactement. Le temps est officiellement, solennellement bloqué pour ce projet essentiel. La stratégie qui doit tout changer. Et puis, on s'assoit, on fixe l'écran. Et le chrono tourne. Ouais. 10 minutes passent, 20 minutes, 1 heure. Et en fait, rien de concret ne se produit. On finit par trier des emails sans importance juste pour se donner l'illusion d'avancer. Je suis sûre qu'on a tous déjà vécu ça. Ah, c'est le grand classique de l'occupationnisme, ça. C'est ça. Et aujourd'hui, dans la continuité de notre exploration de la performance, on plonge au cœur de ce phénomène. Notre mission pour cette session, c'est de comprendre pourquoi la gestion du temps est absolument inutile si elle n'est pas couplée à une gestion rigoureuse de l'esprit. Parce que le vrai combat ne commence pas quand on bloque son agenda, en fait. Exactement. Il commence à la seconde où l'on se retrouve seul face à la tâche. C'est ce qu'on voit dans cette nouvelle étape de notre analyse. On va décortiquer 3 engagements mentaux spécifiques. Des postures qui transforment de simples heures de travail en résultats exceptionnels. Ouais, parce que le calendrier en soi, faut bien se le dire, ce n'est qu'un contenant. C'est une coquille vide. L'erreur fondamentale qu'on retrouve dans presque tous les cas de stagnation, c'est de croire que la discipline temporelle se suffit à elle-même. Absolument. La science de la performance nous montre que la question n'est plus du tout de savoir quand on travaille, ni même combien de temps. Mais Mais quelle est l'architecture mentale derrière? C'est ça, hein. c'est exactement ça. Quelle est la profondeur d'engagement psychologique pendant ce temps précis? Sans ces 3 engagements dont on va parler, on brasse du vent, on bouge beaucoup d'air, mais on n'avance pas d'1 centimètre. Bon, alors, plongeons directement dans le premier de ces 3 engagements. C'est la poursuite continue de la maîtrise. Et c'est un terme, la maîtrise, qui est hyper souvent mal compris, je trouve. Ah bah totalement. On a tendance à l'imaginer comme une destination finale, genre un statut qu'on atteint, un diplôme qu'on accroche au mur, et une fois qu'on l'a, hop, on peut s'asseoir et profiter. Mais ce qu'on découvre ici détruit complètement cette image d'Épinal. Je suis fascinée par cette idée que la maîtrise, c'est pas un lieu où l'on arrive, mais un processus continu. Oui, le paradoxe de la maîtrise est génial. Historiquement, on l'a toujours confondu avec la talent inné, tu sais, ou une sorte d'illumination soudaine. Le génie frappé par la foudre, quoi. Voilà. Mais quand on se penche sur les travaux d'Anders Ericsson, qui a passé sa vie à étudier les experts mondiaux, des joueurs d'échecs aux chirurgiens, l'équation est très différente. C'est de là que vient la fameuse, et souvent très mal citée, règle des 10 000 heures. Ah oui, les fameuses 10 000 heures. Ouais, les données montrent que pour atteindre un niveau d'excellence mondiale dans un domaine complexe, il faut investir l'équivalent de 3 heures par jour, de manière quasi obsessionnelle, pendant une décennie. Ce qui s'aligne d'ailleurs parfaitement avec les standards actuels qui recommandent de bloquer environ 4 heures par jour pour son travail essentiel. Tout à fait. D'ailleurs, Michel-Ange lui-même disait un truc du genre « Si les gens savaient tout le travail qu'il m'a fallu pour atteindre cette maîtrise, cela leur semblerait bien moins merveilleux. » Le temps investi de manière rigoureuse finit toujours par surpasser le talent brut. Le talent donne l'élan, mais le temps forge la structure. Et c'est là qu'il y a un piège énorme, et je voudrais qu'on s'y arrête une seconde. Le problème avec cette glorification des 10 000 heures, c'est qu'elle laisse penser qu'il suffit de pointer à l'usine de son propre projet pour devenir un génie. Ouais, c'est le grand mythe. Bah oui, si je passe 10 000 heures à taper dans une balle de golf, mais que je tiens mon club avec une posture désastreuse depuis le tout premier jour, je vais pas me réveiller 10 ans plus tard en étant le nouveau Tiger Woods. C'est sûr que non. Je vais juste devenir la championne du monde incontestée de la mauvaise posture. Les défauts vont s'ancrer de manière si profonde qu'ils deviendront impossibles à corriger. Donc le temps seul pourrait littéralement cristalliser notre incompétence, non ? Mais c'est le piège absolu, hein. Et c'est précisément là que la recherche d'Erickson est caricaturée partout. Le temps seul, c'est simplement du vieillissement. Biologiquement parlant, quand on répète une action, le cerveau renforce les connexions neuronales en les recouvrant d'une substance qu'on appelle la myéline. D'accord, la myéline. Ouais, ça agit comme un isolant sur un câble électrique. Ça rend le signal beaucoup plus rapide et automatique. Sauf que, et c'est là le hic, le cerveau ne juge pas la qualité de l'action. Il s'en fout, il se contente d'isoler le câble. Oh waouh. Donc si on répète une erreur, on myélinise l'erreur. Exactement. On rend le mauvais mouvement parfaitement automatique. C'est pour ça que bloquer du temps sur un calendrier, c'est super dangereux si on n'y associe pas ce qu'Erickson appelle la pratique délibérée.
Et la pratique délibérée, c'est pas juste faire les choses. Non, c'est un processus constant. Tu cibles tes faiblesses, tu obtiens un retour immédiat, tu corriges et tu recommences. C'est l'inverse absolu du confort. C'est donner le meilleur de soi aujourd'hui tout en cherchant frénétiquement pourquoi c'est pas encore assez bien pour demain. Ce qui soulève une question fondamentale, du coup. Si notre cerveau est biologiquement programmé pour myéliniser nos actions, pour rendre les choses faciles et automatiques, comment on fait pour s'arracher à ce confort? Parce que cette friction entre la facilité et l'effort nous amène direct au deuxième engagement. Le conflit perpétuel entre faire ce qui vient naturellement et faire ce qui est nécessaire. C'est ça. Le passage de l'approche E pour entreprenante à l'approche D pour déterminée. Je trouve cette distinction brillante. Elle l'est. Et pour bien comprendre ce basculement, il faut s'intéresser au plateau hockey popularisé par Joshua Furr. Quand on débute une nouvelle activité, apprendre une langue, lancer un business, on utilise l'approche entreprenante. L'approche E. Ouais. Elle est propulsée par notre énergie, notre enthousiasme. On agit à l'instinct. Au début, la courbe de progression est fulgurante. Mais notre cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Il est paresseux, quoi. Très paresseux. Dès qu'il estime qu'on est devenu assez bon pour survivre à la tâche, il l'automatise. On atteint le plateau hockey. On cesse d'être mauvais, on devient juste fonctionnel. C'est l'exemple de la frappe au clavier, non? Exactement. Au début, on cherche les touches. Au bout de quelques mois, on tape assez vite pour envoyer un email. Et là, le cerveau décrète que c'est OK. Résultat, on stagne à cette même vitesse moyenne pendant 40 ans, sans jamais gagner un seul mot par minute. On a heurté le plafond de l'approche entreprenante. C'est dingue de réaliser que le plateau hockey n'est pas un échec, mais en fait une réussite biologique de notre cerveau qui cherche à se reposer. Mais pour briser ce plafond, il faut adopter l'approche D, déterminée. Et j'adore l'analogie qui est utilisée pour visualiser ça. Celle du labyrinthe. Oui, imaginons qu'on soit dans un grand labyrinthe. L'approche E, l'entreprenante, c'est notre élan naturel. On court dans les couloirs, on tourne à droite, à gauche, on compte sur notre volonté. Et face à un cul-de-sac, cette approche nous dit « cours plus vite, mets-y plus d'énergie ». Et on finit par s'épuiser contre un mur. C'est ça, alors que l'approche D, la déterminée, c'est la capacité d'aller contre son instinct. C'est accepter de s'arrêter de courir, de s'asseoir, de regarder le mur et de prendre le temps de l'escalader pour regarder le labyrinthe de haut. On dessine une carte, on perd du temps sur le moment, on ne bouge plus, mais on change de paradigme. Le fameux mantra « Qui veut un nouveau résultat cherche une nouvelle action ». Exactement. Et cette image du mur illustre parfaitement la violence psychologique du changement. Parce que s'arrêter de courir, c'est une mort pour l'ego. Ah oui, c'est hyper dur d'admettre que notre méthode naturelle ne marche plus. Totalement. C'est admettre que la méthode qui nous a valu nos premiers succès est devenue obsolète. Passer de l'entreprenant au déterminé, c'est accepter de redevenir un débutant, de se sentir stupide à nouveau. Comme pour le clavier, si on veut taper plus vite, il faut réapprendre le placement des doigts. Et pendant des semaines, on va taper super lentement, faire des fautes. C'est la vallée de la déception. Le cerveau déteste ça. Il hurle pour qu'on revienne à l'ancienne méthode confortable. Et c'est pour ça que la grande majorité d'entre nous capitule. On redescend de notre mur et on se remet à courir aveuglément. Mais si notre biologie et notre ego conspirent pour nous maintenir sur ce plateau hockey, comment on s'impose cette approche déterminée? On ne peut pas juste s'appuyer sur la volonté? Ah non, la volonté s'épuise toujours, hein. Et c'est là qu'intervient le troisième engagement crucial. C'est l'intégration d'un cycle de responsabilité et d'un miroir externe. Devant un plafond de verre, on n'a que deux postures. Soit on est victime, soit on est acteur responsable. Et je suppose que les hauts performeurs choisissent toujours l'acteur. Bien sûr, mais pas parce qu'ils ont un gène magique de la responsabilité. Ils ont juste compris un truc fondamental, ils ne peuvent pas se faire confiance à eux-mêmes pour évaluer la réalité. C'est-à-dire? Ils savent que sans mécanisme externe, ils vont se mentir pour protéger leur ego. La responsabilité, c'est chercher la réalité, même douloureuse. Un mauvais résultat n'est pas une attaque, c'est une donnée. Je me permets de creuser ça. Parce que la frontière entre la victimisation et la rationalisation est super floue en fait. Je veux dire, personne ne se regarde dans le miroir le matin en se disant « aujourd'hui je vais être une victime paresseuse ». Ah non, tout le monde est persuadé de faire de son mieux. Voilà. On dit « ah, l'économie est compliquée » ou « l'algorithme a changé » ou « mon équipe suit pas ». Comment on arrive à se mentir avec une telle force tout en étant intimement persuadé d'être responsable alors qu'en fait, on a juste posé nos valises sur le plateau hockey? C'est la magie noire de la dissonance cognitive.
Notre cerveau ne supporte pas l'idée qu'on soit la cause de notre propre stagnation. Ce serait trop douloureux. Donc, il invente des récits. J'ai travaillé dur, mais les circonstances étaient contre moi. Ça protège l'ego, mais ça maintient dans l'échec. Absolument. Et pour briser cette mécanique, l'intervention d'un partenaire ou d'un coach est vitale. C'est la méthode la plus radicale pour garantir la responsabilité. Les personnes au sommet, chirurgiens, musiciens, athlètes, payent tous des gens pour les regarder travailler. C'est ce qu'on pourrait appeler un briseur de mythes personnels. C'est le terme parfait. Le coach est un miroir sans complaisance. On dit souvent qu'on ne peut pas lire l'étiquette quand on est à l'intérieur du bocal. Le coach, il est à l'extérieur. Ouais. Quand tu lui dis « le marché est mauvais », il regarde les bonnets et répond « non, le marché a évolué, mais tes compétences n'ont pas bougé ». Il te force à constater le gouffre entre tes actions et tes ambitions. Et neurologiquement, le simple fait d'être observé crée un léger stress bénéfique. Ça empêche le cerveau de repasser en mode automatique, c'est ça? Exactement. Le coach rend l'inconfort de l'approche pourquoi obligatoire. Bon, si on prend un peu d'auteur sur toute cette mécanique qu'on vient d'explorer, on réalise que le secret de la performance exceptionnelle n'a rien à voir avec un bel agenda coloré. Non, ça c'est juste de la papeterie. C'est clair. L'application concrète exige la fusion de ces 3 engagements invisibles. D'abord, investir du temps, mais dans l'inconfort de la pratique délibérée, en sachant que la maîtrise est un chemin sans fin. Ensuite, l'innovation permanente, le refus de s'endormir sur ce qui vient naturellement. Avoir le courage de s'arrêter de courir pour grimper sur le mur. Passer de l'entreprenant au déterminé. Voilà. Et la clé de voûte, une humilité absolue. Reconnaître que notre propre cerveau va toujours chercher à nous protéger par la rationalisation et qu'il faut accepter d'être observé et tenu responsable par un miracle externe. Sans ça, bloquer du temps, ça perd tout son sens. On s'enferme juste avec nos vieilles habitudes en espérant un miracle. L'excellence, c'est l'inconfort conscient. L'inconfort conscient. J'aime beaucoup cette formulation et ça amène une réflexion provocatrice pour conclure notre session. Si on pense un instant au domaine de notre vie où la frustration est la plus forte en ce moment, ce projet qui n'avance pas, cette compétence qui plafonne. Ouais, on en a tous, hein. Et si ce blocage ne provenait ni d'un manque de talent, ni d'un manque de discipline, ni même d'un agenda trop chaotique? Et si la racine du problème, c'était simplement l'absence cruelle de ce miroir externe? Un coach ou un partenaire qui nous dit la vérité? Exactement. Quelqu'un capable de nous dire avec bienveillance qu'on s'épuise à courir dans un cul-de-sac. Il est peut-être grand temps d'identifier cette zone de confort invisible, d'arrêter de courir et d'accepter enfin de se confronter à l'ascension du mur. On vous laisse méditer là-dessus pour aujourd'hui.